Tout d'abord, merci pour l'invitation à Paris-JS. C'est cool de pouvoir présenter ce talk. Je l'avais présenté avant à React Europe, mais c'était pour faire présenter encore ce talk à des personnes qui sont intéressées par la stack JavaScript. Et l'objectif du talk, ça va être de vous montrer une technique qui permettrait de détecter des problèmes inattendus dans votre stack JavaScript. Donc là, ça va être principalement orienté côté front, mais c'est quelque chose qui peut s'étendre facilement au back-end aussi, si vous faites du Node. Ouais, ok, c'est en gros, ça va toucher principalement au front, mais ça s'applique également au stack backend pour ceux qui font du Node côté backend. Pourquoi on s'intéresse aux problèmes inattendus, comme je l'ai libellé dans le sujet du talk? C'est tout simplement que ça arrivait un peu à tout le monde d'avoir un jour un bug qui se passe en prod. On a tout fait pour que ça se passe bien et à la fin, finalement, rien ne se passe comme il faut et on est un peu embêté. Des bugs en prod, il y en a un peu de partout. Toutes les boîtes en ont eu historiquement. J'en ai pris quelques-uns pour juste montrer que ce n'est pas lié à deux, trois sociétés, mais que aussi des boîtes très sérieuses et très réputées dans le développement ont pu avoir ce genre de déboires. On a Android par exemple qui a eu des problèmes de sécurité liés à des problèmes, on va dire, inattendus, qui étaient une certaine combinaison d'actions utilisateurs qui permettaient de bypasser un lock screen ou Apple avec des bugs sur FaceTime qui permettaient à des utilisateurs d'accéder à des conversations d'autres utilisateurs sans même avoir leur accord. Donc dans l'ensemble des bugs, il y en a de partout, des bugs inattendus, il y en a encore un bon paquet. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à un type de bug particulier. Je vais prendre un exemple. Donc ça, c'était il y a 2 ans. Je m'étais amusé à aller sur Airbnb. Et j'avais commencé à chercher des logements à Paris, parce que j'habite plus du tout sur Paris. Et puis finalement, je me suis dit, finalement, j'ai envie d'aller sur Londres. Donc j'ai annulé ma recherche, je suis allé commencer à regarder des choses sur Londres. Le GIF est un peu long, mais grosso modo, donc là, je suis en train de chercher des logements, entre guillemets, sur Londres. Et, euh, et en fait, le résultat pour Paris revient. Et finalement, j'ai un petit glitch UI qui fait que ce que j'avais cherché au début revient au premier écran, enfin au début, sur l'écran, alors que je ne l'avais pas demandé. En fait, c'est ce qu'on appelle des race conditions. Et aujourd'hui, le sujet du talk, ça va être de regarder un petit peu où est-ce qu'on peut en avoir et comment on peut, principalement, comment on va pouvoir les régler et comment on va pouvoir les tester pour éviter qu'elles arrivent en prod. Mais avant de commencer, je me présente. Donc, je m'appelle Nicolas Dubien. Je suis software engineer chez Pigment, qui est pas très loin d'ici. On développe un logiciel de business planning. En gros, j'aime bien dire que c'est Excel sous stéroïdes. Il y a des grilles, il y a des charts et on peut mettre tout ça ensemble. Et ça permet aux entreprises de mettre toutes leurs données à un seul endroit et également d'avoir des visions différentes de la data, donc avoir une sorte de vue sur la data. À côté de ça, je contribue pas mal au monde open source. Vous pouvez me retrouver sur GitHub, sur Dubs. J'ai mis mon mastodon Ndubien où c'est le même pour Twitter. Et sinon, je vais parler d'un projet aussi qui s'appelle FastCheck, qui est disponible sur NPM. Alors, on va revenir sur le sujet de base de ce talk. L'idée, c'est de parler des race conditions. Donc, avant de commencer réellement à rentrer dans le vif du sujet, déjà, on va regarder un peu ce que c'est la définition d'une race condition. Et il y a quelques trucs qui sont très importants dans la définition qu'on trouve sur Wikipédia. C'est qu'une race condition, c'est dû à une séquence d'événements non contrôlés. En JavaScript, les événements, on en a beaucoup. Ça va être des actions utilisateurs, ça va être des retours API. Et des séquences d'événements, finalement, dès qu'un utilisateur va faire ou qu'une utilisatrice va jouer avec notre UI ou qu'un retour API va apparaître, on a un événement qu'on ne contrôle pas directement qui arrive à un moment aléatoire, on va dire, dans le temps, sur lequel on n'a pas la main. Euh, ce que, ce qui serait, enfin, ce que ici, là, l'idée, c'est de montrer un peu ce qui s'est passé tout à l'heure dans le petit gif qu'on a vu. Donc tout à l'heure, j'ai commencé à chercher des locations sur Paris. Donc ça, c'est ce que j'ai fait moi. Donc on voit une petite flèche bleue. Il y a un call API qui a dû partir à un moment ou à un autre. Donc Airbnb a sûrement lancé son call API. J'ai eu des résultats à un moment. Puis j'ai commencé à chercher sur Londres. J'ai eu des résultats pour Londres et j'ai eu ces résultats pour Londres. En réalité, tout à l'heure, ça ne s'est pas super bien passé dans le GIF, comme on a pu le voir, tout simplement parce que les résultats pour Paris sont arrivés bien plus tard. C'est-à-dire que ces résultats, ils ne sont pas arrivés au moment où on pouvait imaginer, c'est-à-dire juste avant que je fasse ma deuxième requête, comme ça se passe la plupart du temps, mais ici, après mes résultats pour Londres. On a plusieurs raisons pour lesquelles ça peut arriver. On peut avoir la load d'un serveur. Si on a plusieurs serveurs côté back qui peuvent répondre à une query, peut-être qu'il y en a un qui était chargé à ce moment-là et qui ne pouvait pas répondre. Donc ça a mis plus de temps à processer la requête sur ce serveur, potentiellement un GC qui tournait ou des trucs comme ça suivant le langage qui était côté back.
Et potentiellement, la deuxième requête est passée sur un chemin d'exécution bien plus rapide, où la requête était tout simplement plus simple à exécuter, et donc on a eu le résultat plus tôt. Donc voilà, c'est un exemple de race condition. Euh, mais l'objectif là du talk, c'est de voir un peu comment on peut se prémunir de ça. Donc pour prémunir de ça, on va commencer avec un exemple un peu plus simple que celui d'Airbnb, puisque c'est un exemple qui est un peu plus gros que ce qu'on pourrait présenter dans un talk d'une demi-heure. L'idée, ça va être de prendre un cas plutôt simple qui est un autocomplete. Donc on va pouvoir taper des choses dans notre champ texte et ça va nous proposer des résultats. L'exemple que je montre, il est écrit en React. On peut le faire en n'importe quelle techno. On pourra étendre cet exemple potentiellement. Vous pourrez étendre cet exemple à autre chose que du front. Là, c'est vraiment un exemple sur le front, parce qu'en général, c'est l'endroit où c'est le plus dur de tester ce genre de choses. Et c'est l'endroit où les tests sont un peu plus compliqués à setuper que sur des calls API basiques. Et il y a beaucoup plus de cas d'événements qu'on ne contrôle pas. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de le présenter sur un cas front. Et donc finalement, ce qu'on va essayer de faire, c'est ça. C'est un autocomplete, donc on va pouvoir taper du texte et ça nous propose des suggestions. Donc quand on tape London, on a des suggestions pour London et Paris, des suggestions pour Paris. Euh, Ici, j'ai un petit exemple très simplifié d'autocomplete. On a une query qui est en React, donc on utilise un state React qui va être utilisé pour un input. Et ensuite, on a un effect, on aurait pu le faire également dans le unchange, qui à chaque fois qu'on a un changement de query, va s'amuser à updater les suggestions. Pour updater les suggestions, on a deux chemins d'exécution, soit string vide, et dans ce cas-là, on a un petit shortcut qui dit on n'affiche rien, ce qu'on voyait tout à l'heure dans l'écran. Et le cas, on va dire API, où on va appeler une API et en cas de succès, remplir nos suggestions. On ne gère pas le cas d'erreur dans cet exemple, mais grosso modo, l'idée c'est de montrer juste le cas de succès dans un premier temps. Et cette API, on la tire d'un fichier qui s'appelle API. Rien de compliqué. Et on a ces suggestions, on voit à quel endroit on les utilise. Donc on les set dans l'effect à chaque modification de query et on les affiche dans une liste, bêtement, qui va pouvoir être rendue. C'est pas du tout le select qu'on a vu tout à l'heure, il n'est pas stylisé du tout celui-là, mais ça peut donner une idée de comment on aurait pu l'implémenter. Et donc maintenant qu'on a notre select, la question principale c'est comment on peut tester ça. On va utiliser des briques classiques, en tout cas en React, ça va être d'utiliser React Testing Library. On va commencer par un test dans lequel on connaît déjà toutes les entrées. Donc on a des résultats qu'on a définis à l'avance, donc qui sont Apple, Banana, Orange et Pineapple. On a moqué notre API. Notre API, habituellement, ça appelle directement un backend. Là, on va moquer l'API. Donc j'utilise Jest pour moquer. Donc j'ai moqué suggestion4 qui est tiré du fichier API. Et en fait, je moque l'import d'API et je mets une implémentation qui est assez basique, qui va potentiellement mimiquer un peu ce que fait le back, sachant que le back fait bien plus de choses que ça, parce qu'il va potentiellement faire des requêtes SQL pour récupérer cette data. Ensuite, on se donne une user query, N à N, et des expected results qui sont assez simples à inférer à partir de la recherche et du all result. Finalement, c'est juste l'application du filter. Une fois qu'on a tout ça, on est capable de rendre notre composant. Donc on va rendre ce composant et on va taper dans ce composant ce que l'utilisateur aurait tapé, donc N à N. Et une fois que tout est tapé, on s'attend à avoir des résultats. Ces résultats, ça va juste être récupérer dans notre liste, donc notre UL, l'intégralité des suggestions qui vont être display et regarder que ces suggestions matchent bien celles qu'on avait attendues, donc c'est Banana dans notre cas. Et on s'attend également à un certain nombre d'appels API. J'ai rajouté ce cas tout simplement parce que sinon, avec user event qui est la lib qui vient avec React Testing, les user inputs sont tous envoyés d'un coup. Donc là, ça permet de vérifier que si on envoie chaque keystroke une par une, on a bien un appel par keystroke, ce qui est le cas dans le code que j'ai. Et c'est un truc que j'ai envie de tester parce que mon utilisateur, il ne va pas faire un CTRL-V. En général, il va plutôt taper lettre à lettre. Donc c'est un comportement que je veux tester. Et donc on lance ce test, contre l'exemple qu'on a pu voir juste avant. Les tests passent, pas de souci. Mais c'est dommage parce que finalement, on a fait un talk sur race condition et on n'en a pas encore trouvé. Donc on va reprendre un petit peu cet exemple plus en détail. On va s'intéresser avec, pareil que tout à l'heure, avec une timeline. Alors, ce qu'on fait dans ce test, c'est qu'on commence à taper N. On a un API call qui part. Ensuite, à ce moment-là, on n'attend toujours pas les résultats. Les résultats, on les attend bien plus tard parce qu'on fait le render et les expect un tout petit peu plus tard. Donc les résultats, ils peuvent arriver potentiellement bien plus tard, sachant qu'en plus, on tape assez vite. C'est un test qui tape, donc il n'y a potentiellement pas les résultats à ce moment-là. On tape NA, pareil, API call pour NA, puis NAN, API call pour NAN. Et là, comme on l'a vu tout à l'heure, les résultats, ils peuvent arriver dans n'importe quel ordre. Donc, est-ce que rien ne nous assure que le back-end va répondre dans un temps constant pour chacune des requêtes? Donc, potentiellement, NA va arriver en premier, en nous retournant Banana. Suivi par NAN. Rien n'empêche qu'NAN arrive avant NA ou après NA.
Donc là, on a banana. Et ensuite, la toute première requête qu'on avait lancée, malheureusement, arrive à la fin. Et là, on reçoit banana, orange et pineapple. Le problème qu'on a ici, c'est qu'en fait, on va displayer à notre utilisateur des résultats qui ne matchent pas sa recherche. Donc, on va lui montrer orange, qui ne contient pas du tout NaN, et pineapple, qui ne contient pas non plus NaN. Et donc ça, c'est ce qu'on veut tester. Aujourd'hui, notre test n'a pas couvert ce cas et ça nous embête un petit peu. On aimerait trouver un moyen en fait, de couvrir ces cas un peu plus de manière automatisée sans avoir à s'embêter à écrire un cas super dédié ou à écrire des timelines comme j'ai fait ici. Et en fait, le cas qu'on a ici, le cas que je vous ai montré, c'est un peu comme si on tapait Paris, et ça, c'est un cas réel sur le site d'Airbnb il y a 2 ans. On tapait Paris, on pouvait avoir ces résultats qui se proposent avec des race conditions. Donc c'est plutôt handicapant pour l'utilisateur. Et en fait, même pire, quand on va taper en tant que tel, on voit le composant qui glitch un petit peu. On a des résultats qui dansent et qui ne sont pas du tout liés à notre recherche. Donc c'est plutôt problématique en tant qu'utilisateur. L'expérience utilisateur est vraiment pas agréable quand on a ce genre de problème qui peut arriver dès qu'on est sur un réseau un peu léger potentiellement. Et donc il manque quelque chose finalement dans nos tests. Aujourd'hui, on n'a pas été en mesure de le trouver. On va essayer de voir ensemble comment on aurait pu trouver ça. Ça, c'est le cas qui posait problème. Et finalement, ce cas qui pose problème, qu'est-ce qu'on a fait exactement? On s'est amusé à réordonnancer les 3 appels API. On a essayé plusieurs combinaisons, donc il y en avait plusieurs possibles. Et il y en a une, en tout cas, enfin plusieurs, qui posaient des problèmes. Donc ce qu'on aimerait faire dans notre test, c'est avoir d'une manière ou d'une autre un moyen de faire ce qu'on voit ici sur cette vidéo, mais de manière automatisée, qu'on n'ait pas besoin de nous-mêmes écrire tiens, si je mets n à la fin, est-ce que ça plante? Et donc pour faire ça, je vais vous parler d'une lib dont je suis l'auteur et contributeur principal. J'avais l'image d'il y a 2 ans. J'ai pu faire la comparaison, j'étais assez agréablement surprise. Donc c'est passé de 100 000 téléchargements mensuels à 800 000. Donc la lib est plutôt pas mal utilisée actuellement. Ça, c'est le screenshot d'hier. Et donc c'est une lib de property-based testing. L'idée, ça va être de vous aider dans vos écritures de test à vous proposer finalement des entrées, on va dire, aléatoires pour simplifier. Vous allez pouvoir demander au framework de vous créer des sets d'entrées, des sets d'input. Et en cas de pépin, le framework va vous aider à retrouver le cas qui a posé problème et ça peut vous aider à détecter des problèmes inattendus comme je l'ai mis en sujet de ce talk. On va essayer de voir comment on peut utiliser ça en pratique. Donc ça, c'est le test qu'on a écrit tout à l'heure. Il n'y a aucune modification, c'est exactement le même. On a toujours notre arrange avec nos résultats initiaux, nos expectations, le act qui rend notre autocomplete et qui tape, et un assert à la fin. On va essayer de rajouter la lib. Donc pour rajouter la lib, on commence par 2 choses. On va définir ce qu'on appelle une propriété. C'est un framework de property-based testing, donc l'idée c'est de définir des propriétés. Une propriété, vous pouvez voir ça comme quelque chose que vous souhaitez remplir et vérifier à chaque exécution. C'est un peu ce que vous souhaitez vérifier. Cette propriété, elle prend des générateurs d'aléatoires. Dans notre cas, on va prendre un scheduler de promesses. Il s'appelle scheduler. On va l'appeler S. Donc en fait, le FC scheduler nous crée une variable scheduler et cette variable S, on la récupère en tant que S. Et ensuite, le assert, c'est demander au framework d'exécuter finalement les boucles de test. Maintenant qu'on a ça, on est capable de brancher le framework, mais il faut le brancher. Pour brancher le framework, on va lui dire, écoute, finalement, dès qu'il y a un appel sur l'API suggestion for, plutôt que de toi-même retourner le résultat immédiatement, plutôt que de retourner le résultat immédiatement comme c'était le cas aujourd'hui, ce qui fait qu'on avait des appels ordonnancés, on va demander au framework de prendre la main. Donc le framework, dès qu'il va y avoir un appel sur cette fonction, va prendre la main et va nous dire potentiellement je vais résoudre un peu plus tard. Il va s'occuper de faire une résolution différée des promesses. On va voir un petit peu plus tard comment c'est fait, c'est le s.waitAll. Au moment où on appelle le s.waitAll, finalement on va demander au framework, maintenant que tu as récupéré des promesses qui est en train d'attendre, c'est à toi de faire ton job, résous-les dans l'ordre qui t'intéresse. Donc potentiellement, comme on l'a vu tout à l'heure, on va peut-être commencer par NA, puis NaN, puis N. Et ça, c'est le framework qui va faire ça pour vous. En gros, il va réordonnancer les queries. Et si jamais il y a un pépin, il va vous présenter les résultats. On va voir tout de suite ce que ça donne. Donc ça, c'est ce qu'on ajoute pour finalement obtenir ce qu'on voulait. Donc on a ajouté une propriété. On a demandé au framework de prendre en main tout ce qui est appel asynchrone à notre API. Et ensuite, on dit au framework, vas-y, tu peux release tous les appels API. Et tant qu'il y en a, tu continues. Y compris s'il y en a qui susciteraient d'autres appels API. On lance le test. Là, ça plante. Le framework trouve quelque chose. Et au niveau du report, c'est ça on obtient ceci. Donc le framework nous dit, écoute, j'ai eu un pépin. Le pépin, ça s'est passé lorsque j'ai commencé par résoudre la task pour NaN. Donc là, il nous dit, j'ai résolu NaN. NaN, je l'ai résolu, ça m'a donné banana. Ensuite, j'ai résolu NA. NA, ça m'a donné banana.
Et à la fin, enfin, j'ai résolu N et ça m'a donné banana, orange, pineapple. Et on voit que le expect n'est pas du tout rempli, c'est-à-dire qu'il nous dit, bah écoute, en fait, avec cet ordonnancement de retour, j'ai quelque chose qui est complètement faux parce que je te retourne deux résultats en trop qui sont orange et pineapple. Voilà, donc là, c'est les résultats, on les voit ici. Et donc, les appels qu'on aurait attendus dans l'ordre, ils sont complètement dans le désordre. Le framework va essayer plusieurs ordres. Là, c'est le reverse, mais potentiellement, ça peut être des ordres un peu plus exotiques, avec le n qui va être au milieu, potentiellement, des choses comme ça. Et en cas de pépin, il va vous le dire, bah voilà, ça a planté pour cette entrée. Et derrière, le résultat que vous avez vu est celui que vous attendiez, qui est finalement le expect classique de Jest dans mon cas. Donc ça, c'est ce qu'on a écrit. Là, on utilise donc un framework de property-based testing. Et en fait, ce qu'on a eu là, dans ce cas, on a eu un peu de chance en réalité parce que notre user query, c'était N à N. Et que N à N correspondait, ça tombait plutôt bien parce que c'est un cas finalement où les résultats différaient d'une requête à l'autre. Ce n'est pas toujours le cas. Et là, finalement, notre cas avec all result et la user query tombait plutôt bien pour tomber dans ce cas. Mais on aurait pu avoir des configs qui ne trouveraient aucun problème parce que finalement, les all result, la user query ne sont pas du tout alignés pour trouver le bug. Donc on va essayer de pousser un petit peu le truc plus loin parce qu'un framework de property based, ça fait des scheduling de promesses, ça peut aider là-dessus, mais ça peut aussi générer d'autres choses. Donc on va essayer d'utiliser plus de choses. Un des premiers trucs qui nous intéresse, c'est déjà l'expected result, on l'a hard-codé. Sur expected result, on peut déjà le réécrire facilement sans vraiment tricher. On applique juste la fonction suggestion for, je vais y arriver, sur la user query. Donc là, en fait, c'est juste que potentiellement on va faire le back-end derrière, mais ce n'est pas vraiment la logique qu'on écrit ici, ce n'est pas du tout la logique qu'on a dans l'autocomplete. L'autocomplete, il n'a jamais fait de includes ou de filter. C'est vraiment un mock de la. Enfin, finalement, vous pouvez voir ça comme l'appel du mock sur les all results avec la query finale. On a notre user query NN, finalement ça c'est une sorte d'input. Idéalement on aimerait bien l'avoir un peu plus aléatoire celui-là, donc on va demander au framework de nous générer un truc aléatoire, donc on lui dit bah écoute génère-moi une string, j'ai mis une contrainte pour avoir une string de taille minimum de 1, et en fait on récupère donc notre user query. Le code qu'on a ici finalement va générer automatiquement une user query, et vous voyez qu'on n'a plus besoin d'hardcoder une user query. On peut pousser le truc un peu plus loin, on peut se dire bah, les all results finalement c'est un peu la même chose, on a hardcodé des all results, on pourrait aller plus loin, on pourrait lui demander de générer un tableau de all results. Donc on lui demande de générer un tableau de all results, on va mettre ces résultats uniques, on aurait pu les garder avec des duplicats, c'était plus pour, dans le cas de l'exemple, montrer avec des résultats uniques. Donc là on n'a plus du tout de tableau hardcodé de résultats, on se base uniquement sur ce que le framework va nous fournir. Et enfin, le dernier petit truc qu'on a dans ce test, c'est qu'aujourd'hui, on attend que l'utilisateur ait fini de taper tous les inputs pour release toutes les promesses. Donc là, je pousse un peu le truc plus loin, mais on peut également dire que l'utilisateur, en fait, ce qui va se passer dans la réalité, c'est que potentiellement, il va taper 2-3 lettres. Il y a des promesses qui vont commencer à résoudre, potentiellement pas dans le bon ordre, et ensuite, l'utilisateur ou l'utilisatrice va continuer avec des lettres en plus. L'idée, ça va être de catcher aussi ce cas-là, parce que c'est un cas qui existe en réalité, et c'est un cas assez fréquent même. Et donc pour faire ça, on peut utiliser pareil le scheduler. Donc là, on va taper caractère par caractère avec le scheduler. Et ensuite, on va dire au scheduler de lancer les promesses. Donc là, en fait, on lui a dit schedule-moi une séquence d'entrée utilisateur. Cette séquence, c'est taper les lettres une à une. Et donc le scheduler, quand on l'appelle sur waitAll, il va commencer en disant bah, j'ai rien, j'ai que un typing. Donc il va exécuter le premier typing. Donc par exemple, dans le cas de tout à l'heure, il va taper n. Et ensuite, une fois qu'il a tapé n, il a deux promesses en attente. Il a la query pour n et le deuxième caractère à taper. Et donc voilà, ainsi de suite. Une fois qu'on a tout ça, on peut le lancer. Et là, cette fois, ça nous trouve un test case. Le test case est un peu plus court que tout à l'heure, dans le sens, le résultat est plus long à lire, mais le test case en tant que tel est plus court. On voit que le framework a commencé par taper A, puis il a tapé B, puis ensuite il a résolu le résultat qui était donné par AB, puis il a résolu le résultat qui était donné par A. Et là, il nous dit finalement, on a tapé AB dans un champ et on a retourné A comme suggestion, alors que A ne matche pas du tout la chaîne de caractères AB. Donc voilà, ça vous permet aussi de trouver ces cas entre guillemets en allant plus loin. Là, j'ai poussé vraiment plus loin pour vraiment montrer qu'on peut aussi générer les inputs, mais la itération permet déjà de trouver pas mal de problèmes en jouant avec les promesses. S'il y a des choses à retenir dessus, c'est que les race conditions côté front ou côté back sont réelles, ça existe, il y en a de partout. On est en JavaScript en plus, on est sur des trucs assez événementiels, donc ça peut arriver un peu de partout. On a des événements qui sont l'utilisateur qu'on ne contrôle pas trop. On ne peut pas demander à l'utilisateur d'arrêter de
faire des inputs. On aura des inputs, il va falloir juste les gérer et trouver un moyen de les incorporer dans nos workflows. Ce qu'on a mis en place finalement ici, c'est juste du réordonnancement des résultats. C'est souvent ce qui pose des problèmes au race condition, c'est un truc qui se finit avant un autre avec un certain ordre et qui va nous poser des problèmes. Et enfin, le dernier point qu'on a traité, c'est d'aller un peu plus loin sur le random, essayer de traiter plus de choses, sachant que derrière tout ça, c'est déterministe, donc c'est-à-dire que vous pouvez relancer avec l'acide et vous avez exactement les mêmes runs qui vont s'exécuter. Donc il n'y a pas d'aléatoire au niveau de votre CI, dans le sens où si vous mettez la même seed, ça sera toujours pareil. Et donc voilà, c'est tout pour le talk.